faire avec beaucoup de clarté Yann. Donc j'enchaîne rapidement. Julien, normalement, vous êtes avec nous. Donc Yann vous a quasiment, pratiquement directement transmis la parole. J'attends de voir si on vous voit. Je vous présente pendant ce temps. Vous êtes économiste. On vient de voir l'aspect juridique, on va voir l'aspect économique. Chercheur spécialisé dans l'évaluation du dommage écologique. Vous avez participé bien sûr à la mission parlementaire sur le FIPOL. Et vous, pour ceux qui sont intéressés, faisons un peu de pub, vous venez de faire un livre récent sur la nomenclature du dommage écologique. On vous voit, Julien, donc je vous passe la parole directement. Voyons maintenant le volet économique après avoir vu le volet de la procédure juridique. Bonjour. Voyons maintenant le volet de la procédure juridique. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier Surfrider de m'avoir invité pour venir faire une présentation ici. Moi, il sera dans la lignée un peu de ce que vient de présenter Yann. Je vais faire un peu un zoom sur la question des dommages à l'environnement et leur indemnisation dans le cadre du régime CLC-FIPOL. À chaque marée noire sont toujours les mêmes images qui reviennent, c'est-à-dire des oiseaux englués, des rivages couverts de mazout, de la biomasse détruite. Et ces atteintes à l'environnement suscitent toujours une forte émotion au sein de la population. Et en général, ça donne lieu à une mobilisation de bénévoles qui se ruent sur le littoral pour limiter l'ampleur des dégâts en nettoyant. Fort heureusement, donc ces effets ne sont que rarement irréversibles. Bien sûr, ce qui est détruit est détruit. Les oiseaux morts ne ressusciteront pas, mais ils seront progressivement remplacés par d'autres nouveaux individus, de sorte qu'un environnement côtier en général se remet d'une pollution type marée noire au bout de quelques années. Alors, il n'empêche, tant que l'environnement n'est pas revenu à son état de référence, il y a des dommages qui surviennent et des dommages environnementaux qui persistent. Et aux yeux de beaucoup, cette situation ne peut pas rester sans réaction et les atteintes à l'environnement constitueraient des préjudices qu'il importe de réparer, de compenser. Alors, la réparation des atteintes à l'environnement est une question sensible qui suscite beaucoup de débats. Tout d'abord, l'environnement ne peut pas demander réparation pour lui-même, alors se pose la question de l'intérêt à agir au titre de ce type de dommage. Par ailleurs, les ressources naturelles impactées ne font souvent l'objet d'aucune appropriation privée ou d'exploitation commerciale, de sorte qu'il est difficile de traduire le préjudice causé ou subi ou prétendu sous la forme d'une évaluation monétaire. Alors on vient de le voir, les pollutions par hydrocarbures constituent l'un des rares cas de pollution pour lesquels un régime de responsabilité a été mis en œuvre à l'échelle internationale. Ce régime, donc le régime CLC-FIPOL, a été en grande partie, Yann l'a bien montré, créé pour permettre une indemnisation aussi rapide et complète que possible des victimes. Et puis aussi, il a été mis en œuvre dans le souci de parvenir à un traitement uniforme de la réparation des dommages, quels que soient les pays touchés à l'échelle de la planète. Et il y a plus d'une centaine de pays aujourd'hui qui participent à ce régime. Alors je veux, moi, à travers cette présentation, montrer justement comment ce régime assez singulier, assez unique, se saisit de la question de l'indemnisation des dommages à l'environnement. Je montrerai justement que la manière dont il indemnise ces dommages présente de sérieuses lacunes et que cette pratique est solidement ancrée et établie. Et je terminerai ensuite en mentionnant quelques pistes d'évolution dont on peut penser bien qu'à terme, elles permettraient une indemnisation plus satisfaisante des dommages causés à l'environnement. Donc je suis un peu en retard sur mon diaporama. Voilà, je reprends le cours de mon propos. Donc Yann l'a montré, pour pouvoir donner lieu à une indemnisation, il est nécessaire que le dommage invoqué dans une demande d'indemnisation corresponde à la définition du dommage par pollution de la convention CLC 92. Je reprends ce que Yann vient de montrer et simplement je vais m'intéresser au gros paragraphe ici. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que le dommage par pollution aux yeux de ce régime? C'est le dommage causé à l'extérieur du navire, étant entendu que les indemnités versées au titre de l'altération de l'environnement, autres que le manque à gagner dû à cette altération, seront limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront. Donc à ce stade, on voit que c'est quand même formulé de manière très très générale et on ne voit pas très très bien ce que revêt et ce qui relève de cette définition. Alors on peut, je dirais, en regardant la pratique, résumer la pratique du régime international en 3 points essentiels. Le premier, c'est que ce régime accepte de compenser les dommages à l'environnement uniquement sous forme d'actions de remise en état. C'est-à-dire qu'il refuse catégoriquement d'indemniser le préjudice environnemental sous la forme d'une réparation monétaire.
Il exclut par principe toute demande qui serait fondée sur une estimation monétaire de la valeur des pertes subies par l'environnement du fait de la pollution. Et ça, c'est un principe de réparation qui est très ancien au sein de ce système, puisqu'il a été précisé par les États membres de ce régime dans une résolution qui date de 1980 et qui stipule que la détermination du montant de l'indemnisation à verser ne doit pas être effectuée sur la base d'une quantification abstraite des dommages effectués au moyen de modèles théoriques. Donc cette résolution, j'y reviendrai tout à l'heure, empêche par exemple de réclamer une indemnisation au titre des milliers d'oiseaux qui sont tués en cas de marée noire, par exemple en multipliant ce nombre d'oiseaux morts par une somme unitaire forfaitaire. Le deuxième point, c'est que pour être recevables, les mesures de remise en état ne doivent avoir qu'un seul objectif, celui d'accélérer le retour des sites endommagés à leur état de référence. Et puis enfin, ces mesures, pour être indemnisables, doivent être raisonnables, c'est-à-dire qu'elles doivent conjointement respecter 5 critères spécifiques. D'abord, elles doivent accélérer de façon significative le processus naturel de rétablissement. Elles doivent empêcher que le sinistre ne provoque d'autres préjudices à l'environnement notamment. Elles ne doivent pas avoir d'effet délétère sur d'autres ressources naturelles. Elles doivent évidemment être techniquement réalisables. Et enfin, elles doivent être d'un coût proportionnel à l'étendue et à la durée des dommages et aux avantages susceptibles d'être obtenus. Alors, ça c'est sur le papier. En pratique, ça donne quoi? Justement, en pratique, bien si on regarde la pratique, on voit justement que l'indemnisation permise par le régime international, donc quant au dommage environnement, eh bien, cette indemnisation est vraiment très très limitée. Et on peut soutenir vraiment cette affirmation sans trop de mal en avançant deux arguments, mais il y en aurait bien d'autres. Le premier argument, c'est celui des dommages temporaires. Donc on a vu que le régime international accepte en principe d'indemniser le coût des actions qui ramènent l'environnement à son état initial. C'est un effort qui est louable, hein, mais qui ne prend pas en compte tous les effets des pollutions sur l'environnement. En effet, les actions de remise en état de l'environnement mettent généralement du temps à produire tous leurs effets, de sorte qu'il y a des impacts négatifs sur l'environnement qui perdurent tant que l'environnement n'est pas revenu à son état d'origine. Et donc ces dommages ou ces pertes de services écologiques, que l'on qualifie de provisoires dans le sens où elles ne sont perceptibles qu'une fois l'environnement revenu à son état initial, eh bien, ne donnent droit tout simplement à aucune réparation dans le cadre du régime international. Le deuxième argument, là, est plus, je dirais, écologique. Hein, ça tient au fait que engager des mesures d'action de remise en état ne serait une solution raisonnable qu'en de rares circonstances. En effet, les milieux marins et côtiers sont des milieux très riches en vie et qui ont un fort pouvoir de régénération naturelle. Et dans les faits, l'homme ne peut rarement faire mieux que la nature et il est souvent, je dirais, plus intelligent, plus raisonnable de laisser la nature revenir d'elle-même à son état antérieur plutôt que d'accélérer cela. Le pouvoir de l'homme, de ce point de vue, est très très limité. Alors, en pratique, hein, cela conduit au fait que, il y a, si on regarde les quelques 100 cas à la suite desquels le FIPOL est intervenu, il y a très très peu d'exemples, voire aucun, d'indemnisation des dommages à l'environnement en tant que tel. Alors ces grands principes justement ne sont pas récents et cette position très, très restrictive n'est pas récente et elle a été construite justement dans les années 80, je mentionnais une résolution tout à l'heure, elle a été explicitée dans les années 90, elle date en 92, donc la convention CLC a été redéfinie avec une nouvelle définition des dommages par pollution. Et ce qu'on peut voir justement, c'est que à la suite de l'ERICA, la question des dommages à l'environnement a été à nouveau discutée. Et ce qu'on peut voir justement en examinant ces discussions, c'est très intéressant parce qu'on peut voir justement que la pratique restrictive du régime international en matière d'indemnisation et dommages à l'environnement est profondément ancrée et vraiment peu susceptible d'évoluer à court terme. Donc, à l'occasion de ce groupe de travail, alors que la France justement demandait à ce que le régime international élargisse sa prise en compte des dommages à l'environnement, eh bien, les États qui ont participé à cette discussion, dont la France, hein, eh bien, en fait, on clôt les travaux justement en ne souhaitant pas élargir la définition des dommages par pollution pour y inclure autre chose que les mesures raisonnables de remise en état. Ils sont simplement parvenus à quelques modifications, mais je dirais marginales, qui visaient simplement à expliciter la pratique actuelle restrictive du régime international, et notamment les 5 critères que je vous ai présentés tout à l'heure pour apprécier le caractère raisonnable ou pas des actions de remise en état. Alors, pour ce qui est du prestige, le prestige, lui, n'a rien permis d'initier qui aurait à voir avec une prise en compte plus large des dommages à l'environnement.
Il a en revanche conduit le régime international à afficher, c'est vrai, un plus grand attachement à ce que ce type de dommage soit évité autant que possible. On l'a vu tout à l'heure, hein, à la suite du Prestige, donc le navire coule au fond de l'océan avec une partie de sa cargaison. Et on se souvient aussi que l'État espagnol avait entrepris des opérations visant à pomper les hydrocarbures afin qu'ils ne se répandent pas dans l'environnement et créent de nouveaux dommages. Alors l'État espagnol avait présenté une demande hein, qui était de l'ordre de centaines de millions d'euros auprès du FIPOL. Et la présentation de cette demande, très importante, a justement suscité des discussions au sein du régime international, en particulier quant à la recevabilité des opérations d'extraction des hydrocarbures. Donc ça a à voir avec des mesures de sauvegarde. Alors, d'abord, pour le dire clairement, la demande du gouvernement espagnol fut jugée irrecevable et donc ne donne droit à aucune indemnisation. Mais pour autant, certains États ont trouvé cette politique assez dure et une discussion s'est engagée justement pour élargir à l'avenir les critères de recevabilité des mesures de sauvegarde. Et cette discussion a abouti au fait que justement les dommages potentiels dorénavant, les dommages potentiels à l'environnement, seront pris en compte pour apprécier ou non le caractère raisonnable des opérations d'extraction du pétrole dans les soutes d'un navire qui aurait coulé. Donc si on veut être un peu optimiste, il faut l'être, on serait tenté de voir là un début de fléchissement, de verdissement, je dirais, dans la pratique du régime international vers une plus grande prise en compte des dommages, pas une plus grande prise en compte du point de vue de leur indemnisation, il ne s'agit pas ici d'élargir l'indemnisation des dommages environnementaux, mais en tout cas un élargissement du point de vue de la justification et de la nécessité des mesures de sauvegarde qui viseraient justement à empêcher les dommages à l'environnement. Alors j'en viens maintenant au troisième, au dernier point de ma présentation. Quelles sont les pistes ou quelle est l'évolution que l'on peut attendre de ce régime dans le futur? Et un futur proche ou un futur éloigné, c'est ce qu'on va voir. Alors, je viens de montrer justement que la pratique de l'indemnisation des dommages de l'environnement dans le cadre du régime international ne semble pas avoir fait de grandes avancées depuis la catastrophe du Prestige. Elle a en revanche connu quelques percées importantes dans d'autres contextes institutionnels et on pourrait tenter d'identifier là quelques pistes d'évolution future pour l'indemnisation des dommages environnementaux des marées noires. Alors, la première évolution, on l'a mentionné tout à l'heure, Madame Corinne Lepage puis Yann Rabuteau, c'est le procès de l'Erika. Hein, il faut rappeler ce procès qui a quand même été, je dirais, très intéressant et pour le moins surprenant, mais dans le bon sens. Au moyen de ce procès, donc les parties civiles ont cherché à pallier à deux lacunes du régime international. Tout d'abord, faire toute la lumière sur les circonstances et les responsabilités de la catastrophe afin de condamner les coupables. Et puis en second lieu, ce procès a permis d'obtenir des réparations financières complémentaires à celles permises et souvent insuffisantes par le régime international. Alors, sur les plans des dommages à l'environnement, ce procès a constitué une solution intéressante. Il a permis justement que soient indemnisées des demandes relatives aux préjudices écologiques sur d'autres bases que le régime CLC-FIPOL, des bases qui ne sont pas très très bonnes, hein, je l'ai montré, et ce à hauteur de 4,3 millions d'euros. Et c'était une première en France, en tout cas à la suite d'une marée noire. Donc ce procès ouvre de nouvelles perspectives quant à la réparation des dommages à l'environnement, étant montré justement que le régime CLC-FIPOL ne saurait plus être le cadre exclusif de l'indemnisation des dommages des marées noires et que des indemnisations complémentaires peuvent être obtenues sur d'autres bases juridiques et permettre ainsi, on peut le souhaiter, une plus grande prise en compte des dommages à l'environnement. La limite de cette alternative, c'est qu'elle, à mes yeux, elle met quand même à mal la volonté justement de parvenir à un traitement uniforme des victimes des marées noires à travers les pays, puisque bien, ça dépendra évidemment des tribunaux du pays impacté, et la justice dans un État n'est pas forcément aussi ouverte à l'indemnisation et de dommages à l'environnement que dans un autre pays. Alors, en second lieu, on peut indiquer justement la directive européenne de 2004 sur la responsabilité environnementale. Cette directive, donc, elle adresse la réparation des dommages à l'environnement causés par certaines activités économiques. Elle contribue à mettre en place, à l'échelle de l'Europe, une approche commune de la réparation des dommages, beaucoup moins restrictive que le régime CLC-FIPOL. Cette directive, d'abord, comme le régime CLC-FIPOL, elle vise à réparer les dommages à l'environnement sous la forme d'actions de remise en état. Donc, cette directive et le régime international ont cela en commun. Cependant, les mesures de remise en état qui sont permises dans le cadre de la directive, justement,
sont plus larges que celles qui sont permises dans le cadre du régime international. Elles peuvent tout d'abord, effectivement, avoir pour objet, dans le cadre de la directive 2004, donc pour objet d'accélérer le retour à l'état initial, on parle de restauration primaire, mais elles peuvent aussi avoir pour objet de compenser les atteintes provisoires à l'environnement, c'est des atteintes provisoires que j'ai mentionnées tout à l'heure, et on parle dans ce cas de restauration compensatoire. Et puis, elles peuvent aussi avoir pour objet de pallier à l'absence de retour à l'état initial, ce qu'on appelle les fameux dommages irréversibles, qui sont surtout des cas d'école parfois, mais en tout cas, au moins, on adresse cette possibilité à travers ce qu'on appelle la restauration complémentaire. La deuxième raison pour laquelle cette directive est intéressante, c'est qu'on ne le sait pas forcément assez, en tout cas en Europe, mais en fait, cette directive est directement inspirée de la manière dont les dommages écologiques des marées noires sont compensés aux États-Unis. Et cela dure depuis la moitié des années 90 aux États-Unis. Donc on dispose aujourd'hui d'un recul quand même assez important sur la mise en œuvre de ce mode de réparation dans le domaine des marées noires. Et on voit que les choses fonctionnent relativement bien, qu'il y a une expertise qui existe et des résultats probants, en tout cas beaucoup plus satisfaisants quant à la compensation des dommages à l'environnement. Et puis enfin, cette approche, la directive donc, qui est mise en œuvre dans la directive 2004, cette approche de l'indemnisation des dommages, eh bien, est de plus en plus répandue et acceptée aujourd'hui au plan international. D'abord, elle vient des États-Unis, donc évidemment, elle est acceptée là-bas. Elle est maintenant, dorénavant, acceptée au niveau de l'Union européenne du fait de cette directive. Et puis, elle fut également retenue pour régler la question sensible des dommages à l'environnement qui avaient été causés à la suite de la première guerre du Golfe au début des années 90. Donc cette acceptation de plus en plus large constitue à nos yeux justement un élément qui montre, qui est bon augure qu'un jour le régime international évolue dans ce sens et permette ainsi une indemnisation plus complète des dommages à l'environnement. Alors je conclurai à présent, on va pas, sur la base de ce que je viens de montrer, on peut voir justement que les inerties du régime international sont encore très très importantes et on a vu à quel point ce régime avait peu ou faiblement, ou peu, voire pas du tout, évolué sur la question des dommages à l'environnement, tant à la suite de l'ERICA qu'à la suite du Prestige. Donc on peut raisonnablement douter du fait que cette pratique évolue à court terme, car elle semble encore très ancrée et suffisamment consensuelle parmi les États membres. Pour autant, cette pratique ne semble plus satisfaisante pour un nombre petit, certes, mais croissant de pays membres de ce régime. Et on doit donc s'attendre à ce qu'un jour, cette question soit de nouveau débattue au sein du régime international, très probablement à la suite d'une marée noire importante en Europe. Aujourd'hui, la demande sociale d'indemnisation des dommages à l'environnement est de plus en plus forte, et cette demande poussera nécessairement, tôt ou tard, le régime international à faire évoluer sa position et à mieux prendre en compte les attentes sociales et les atteintes environnementales. Alors, on ne peut pas dire à quelle échéance un tel changement se produira. On peut seulement affirmer, sans crainte, que c'est inéluctable, car c'est manifestement le sens de l'histoire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Julien. On retrouvera Julien Hay et Yann Rabuteau juste après l'intervention d'Alexandre Faro. Donc on procédera à un certain nombre de questions. On est en retard, donc on verra ce qui, entre la curiosité intellectuelle et l'appétit, vous titillera le plus au moment des questions. En attendant, il nous reste une question essentielle.